Appeler Cécile, Élie, Mickaël et moi-même. Cécile, je te laisse le micro et d'organiser ta table ronde. Merci. Merci beaucoup. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui. J'ai l'habitude de venir dans le Pays Basque parce que mon compagnon est de Garassi, mais rarement pour venir parler e-commerce. Et là, c'est une grande chance d'être avec tous les interlocuteurs côté qualité. Venez, asseyez-vous. Élie, Mickaël, Mathieu. On va rentrer vraiment dans le concret tout de suite et c'est le but de cette table ronde, c'est de parler de la qualité, ce qui va vous amener à... Merci, pardon. Ce qui va pouvoir nous amener à faire un site qui transforme réellement. La FEVAD a sorti une étude il y a quelques jours à peine qui disait que l'e-commerce en France allait réaliser en 2019 100 milliards d'euros. Et ces 100 milliards, ils sont réalisés pas sur le panier moyen, qui a plutôt une tendance à la baisse, mais sur la fréquence des achats. Et la fréquence des achats, ça se fait uniquement avec une vraie qualité de site. Du coup, on va pouvoir voir tout ça ensemble et récupérer tout ce qui va pouvoir vous être utile à appliquer sur votre boutique. Je vais réussir. On va y arriver. Élie, du coup, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Je m'appelle Élie Slohim, je suis président d'une société qui s'appelle Opquast. On travaille sur la qualité des sites internet depuis pas loin d'une vingtaine d'années. Au départ, on crée des référentiels de bonnes pratiques ouverts et collaboratifs pour la qualité des sites internet. On s'intéresse à la qualité globale, c'est-à-dire de manière très transversale. Et peut-être, il y a certains d'entre vous qui connaissent déjà nos référentiels. Et au niveau de notre activité, ce qui nous fait vivre, en fait, c'est la formation et une certification de compétences qui fonctionne sur le même principe que le TOEIC pour les professionnels du web, où on a des gens qui passent un examen, qui passent un test, et qui ont un score entre 0 et 1000 points. Voilà, on a un peu plus de 6000, enfin bientôt 7000 certifiés. Et l'idée qu'on poursuit, c'est de professionnaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que la question de l'assurance qualité devienne un vrai sujet maîtrisé, c'est-à-dire pas seulement des intentions, mais vraiment que ça corresponde à des choses qui sont faites sur les sites et qui sont faites sur le terrain et dans les formations. Voilà. Mickaël, est-ce que tu peux nous présenter PrestaShop aussi, s'il te plaît ? Présenter PrestaShop ? Ouais. Présente-toi. Du coup, j'ai été déjà vaguement présenté. Moi, je m'appelle Mickaël Andrieux et je suis architecte junior, formateur, développeur. Je travaille pour PrestaShop et je m'intéresse notamment à la qualité web. Mathieu, on l'a déjà fait. Hein, mais... Donc Mathieu Dutheil, directeur de l'agence Oh My Web, agence qui fêtera ses 10 ans en novembre prochain. Justement, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à la qualité au niveau de l'agence, toi, de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené là ? Finalement, c'est la frustration positive que j'évoquais tout à l'heure en préambule. Il faut savoir que on récupère finalement, nous, en tant que prestataire agence web, un certain recueil de doléances. Et finalement, on est un peu les pare-feux des différentes souffrances des e-commerçants. Et il y a des choses qui, pour nous, ne sont pas forcément acceptables, dans le sens où il y a beaucoup d'erreurs qu'on pourrait éviter. Il y a des prérequis, il y a des consignes de sécurité, consignes de sûreté, de survie. Et c'est ce qui nous a amené à proposer au sein de l'agence des prestations dites de qualité. On revient quand même toujours sur ce terme, comment on détermine la qualité. Élie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour arriver jusqu'à la qualité, avec Opcast notamment ? Oui, alors c'est un peu long, je vais essayer d'aller très très vite. Rapidement. En gros, moi je suis qualiticien, donc c'est vraiment mon métier de départ, mais donc je ne travaille pas sur la qualité, c'est un point vraiment important. Je pense que Mickaël en reparlera aussi. Je travaille sur l'assurance qualité, parce que la qualité c'est un truc, voilà, tout le monde en fait, on a plein d'agences qui
qui ont ça dans leur ADN. Je dis, voilà, je connais peu d'agences qui n'ont pas envie de travailler sur la qualité. En revanche, l'assurance qualité, c'est un métier, ça arrive de l'industrie, ça se fait dans l'aéronautique, dans la chimie, dans l'automobile. Moi, je viens de cette branche-là. Aux alentours de 2000, je me suis penché rapidement pour savoir ce qu'il y avait dans la qualité, l'assurance qualité web. Là, il y avait des spécialisations, hein. Il y a des trucs sur l'ergonomie, sur la performance, voilà. Au départ, j'ai fait un annuaire et j'ai créé un modèle qualité en 5 points. On retrouve d'ailleurs des trucs qui étaient dans le avant, pendant, après, vraiment les 3 phases, hein, avec la phase de visibilité, les phases interface et ensuite la phase après la visite. Ensuite, on a commencé à créer des référentiels. On a fait beaucoup d'audits. Et puis, je vous le fais vraiment en accéléré. Oui. Et ensuite, à un moment, on a laissé l'audit pour se concentrer sur la formation, pour travailler vraiment en amont avec les agences, former des gens qui sont vraiment chargés de ça dans les agences. C'est-à-dire faire de ce truc-là une fonction dans les agences. C'est-à-dire faire en sorte que ça devienne vraiment, c'est-à-dire que vous vous adressez à une agence et vous allez la voir et vous dites qui se charge chez vous de cet aspect-là, qui a des référentiels, qui peut me renseigner sur ces sujets-là, quels sont les objectifs visés. Et là, on essaye de faire émerger ça un peu partout. C'est un peu long. Ça existe bien dans l'industrie. Ça n'existe pas encore beaucoup dans l'industrie du web. Voilà. Et justement, comment est-ce qu'on évalue cette assurance qualité ou autre de l'extérieur pour un nouveau site? Peut-être que Mathieu peut nous en parler. Alors, on essaie d'être le plus objectif possible, hein. Je pense que c'est la recherche de l'objectivité qui a la plus grosse complexité dans l'assurance qualité. Il y a des outils, hein, qui existent aujourd'hui. Upquest en fait partie, hein. Je vous invite tous à aller consulter son site et je crois que vous pouvez faire tourner 226 le site. 226 critères, hein, c'est ça, que vous pouvez faire passer dans la moulinette. Il y a d'autres outils. Hein. Non. Pardon. On a des outils comme Darboost aussi, qui, je vous invite d'ailleurs à assister à sa conférence, qui permettent là pour le coup, c'est auto, c'est-à-dire on rentre en URL et ça permet de connaître son indice de qualité en termes de performance. Donc là, on est plus sur un critère dit performance, rapidité du site. Il y en a d'autres, hein, que nous, on s'impose. Est-ce qu'il y a un tagage des objectifs dans Analytics, voilà, plein de choses qu'on essaie de manière concrète de remplir parmi une checklist, mais se pose toujours le problème du référentiel de qualité. C'est pas parce que je dis que je fais de la qualité qu'on fait vraiment une prestation de qualité, dans le sens où est-ce que tout le monde le reconnaît. Michael, tu voulais... Moi, sur la qualité, je suis développeur de carrière, donc j'ai plutôt une vision binaire de si ça passe les tests et que ça bug pas, au sens de moi, comment je l'entends dans le code, c'est de qualité. En fait, avec la maturation et le fait d'avoir beaucoup parlé avec Ellie, mon positionnement il est en train d'évoluer. Maintenant, je suis plus sur une question binaire de est-ce que ça passe ou pas les tests, mais plutôt comment j'arrive à montrer aux gens qui utilisent mon projet, mon produit, comment je peux montrer les efforts que je fais pour limiter les risques de non-qualité, limiter les bugs. Et donc on va passer d'une approche qui est binaire à une approche qui est effectivement plutôt orientée sur un référentiel. Donc ça, c'est des trucs sur lesquels on travaille chez l'éditeur actuellement et dont vous verrez au fur et à mesure les fruits. On parle beaucoup de qualité aussi, mais je crois que c'est souvent lié à l'expérience utilisateur au global. Et c'est au final lui qui va un peu déterminer ce qui va être de la qualité. Elie, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'erreurs fréquentes qu'on retrouve sur des sites ? Il y en a plein. Hein. Alors, on ne va pas avoir le temps de tous non, mais les on faire, peut, mais celles qui te paraissent peut-être les plus pertinentes à échanger aujourd'hui. En fait, sur tous les sujets, il y a plein de petites erreurs à faire. Et en fait, notre métier et le fait qu'on soit des professionnels fait que plus on a d'expérience, plus on va avoir tendance à oublier des trucs de base. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple des pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, ils ont beau avoir 20 000 heures de vol, ils ont une checklist, ils vérifient, voilà, ils font attention. Donc là, après, il y a beaucoup d'endroits dans le process sur lesquels on peut oublier des petites choses. On peut en oublier effectivement des trucs vraiment de base sur le référencement. Il y a 4-5 règles de base sur le référencement. On a des gens qui font des politiques de référencement ou de AdWords très évoluées et qui oublient des trucs vraiment ultra basiques, du genre pas de H1, un oubli des métadescriptions qui ne sont pas soignées, des titres de pages qui correspondent pas au contenu des pages, des choses comme ça. Des choses qu'on peut réparer
facilement sans Oui, avoir en besoin d'une général, intervention les clients technique. ont la main, les gens qui font les sites ont la main souvent là-dessus, notamment grâce au CMS et aux boutiques. Après, pour se concentrer sur la partie... les principales erreurs qu'on voit sur les sites de e-commerce, c'est ne pas arriver à se mettre à la place du client, le client qui se pose des questions. Enfin, vous allez avoir l'impression d'avoir des clients qui sont tous dans une espèce de moule, un utilisateur moyen qui sait ce qu'il veut, très bien, il est là, il sait où il va. Et en fait, en réalité, il y a plein d'utilisateurs qui ont des profils différents. Alors, il y a des gens qui ont peur de sortir leur carte bleue, il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience la semaine dernière, il y a des gens qui ont entendu parler d'un virus, il y a des gens qui ont un handicap, il y a des gens qui ne sont pas des utilisateurs moyens. Et eux, en fait, il va falloir en permanence les rassurer sur ce qui va se passer par la suite. Et donc, les principales erreurs, ça va être effectivement oublier de dire un truc qui vous semble complètement évident par rapport à la suite du process. Nous, on a des règles complètement... elles sont bébêtes. Hein. La disponibilité des produits est indiquée avant la validation de la commande. Voilà un truc qu'on peut oublier. On peut se dire, j'ai oublié de le marquer quelque part, la disponibilité, voilà. C'est des choses comme ça qui vont faire qu'on ne va pas répondre à la question que se pose l'utilisateur. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ergonome ou cogniticien, enfin spécialiste de la recherche utilisateur, mais je pense qu'un certain nombre de pertes dans le tunnel de conversion sont liées à des gens qui quittent parce qu'ils n'ont pas la réponse à une question, qui ne se sont pas posées consciemment. Ils ne se sont pas dit, tiens, il n'y a pas le délai de livraison et je ne vais pas... Voilà. Mais, je ne sais pas, ils partent. Et il nous intéresse ceux qui partent. Ça oui. Mathieu ? Très, très, très importante question. Je crois que l'erreur... il y a plein d'erreurs, de petites erreurs comme ça. Des grains de sable dans le tunnel de conversion. Pas de compteur statistique. On se rend compte que 3 mois après, on ne peut pas évaluer la qualité de son trafic. Je crois que tout ça, si on prend un peu de recul, c'est la responsabilité du client, de l'annonceur et de l'agence. Et je pense qu'au milieu, il doit y avoir un maître d'ouvrage. Je crois que dans tous gros travaux, il y a certainement un chef de projet, mais qui pourrait être extérieur à l'agence et chez l'annonceur pour garantir cette checklist. Parce que le choix technique, il est hyper important. C'est-à-dire quelle solution par rapport à mes besoins, quel module. Est-ce que je pars d'un thème acheté à $59 fait par des Russes, j'ai rien contre les Russes, hein, mais ou est-ce que j'anticipe et je me dis qu'un site e-commerce, ça ne coûte pas $59 et que j'y mets les moyens. Maintenant, en face des moyens, il faut aussi que l'agence ou le maître d'ouvrage puisse répondre de l'ensemble de ces critères qualité. Est-ce qu'en 2019, il y a des standards qui se sont imposés côté qualité, côté expérience utilisateur et comment est-ce qu'ils évoluent ? Est-ce que vous voyez les standards qu'on va avoir prochainement, peut-être les tendances qu'on commence à avoir? Je pensais par exemple au social login, vous savez ce que créer son compte via Facebook ou autre pour ne plus avoir à remplir un formulaire. Est-ce que ça va devenir un standard? Élie, Mathieu, Michael? Oui, pour moi la grosse partie d'optimisation chez l'e-commerçant, ça reste le shopping cart. Donc l'optimisation du tunnel de conversion. Qu'est-ce que tu vois comme tendance justement? Effectivement, le Google Login, Facebook Login, tous ces éléments qui favorisent l'achat et la conversion sont des éléments importants. On parlait il y a 10 ans du one-page checkout. Je pense qu'il c'est bien et en même temps ça crée aussi certaines complexités. Ce qu'a fait PrestaShop sur la version 1.7, j'ai pas d'action chez PrestaShop, mais je dois souligner quand même la qualité du cart qui a été très bien travaillé. Donc on est plus selon moi dans cette optimisation. Aujourd'hui le web est très standardisé. Une page d'accueil, ça reste une page d'accueil. Une page produit, c'est une page produit. Il y a une photo, un titre, un prix. Finalement, c'est pas si complexe que cela. Le tunnel de conversion, oui, là on est sur une grosse complexité et bien évidemment toutes les problématiques de communication digitale. Hein, tout l'argent que l'on peut investir, tout le budget investi dans la communication. Pour moi, c'est surtout ça l'enjeu dans les années à venir. Élie ? Oui, alors effectivement, il y a toute une partie. Il faut se mettre d'accord sur quand on parle de standards en fait, et quand on parle de bonnes pratiques.
par exemple cet après-midi ou en fin de matinée, il y a un atelier sur les bonnes pratiques, effectivement, et c'est un peu, voilà, quelles sont les grandes tendances en termes de choses à faire sur un site. Ça, c'est une chose qui est importante. Alors, moi, en tout cas, je ne suis pas trop sur ce sujet-là. Et par exemple, Mathieu peut mieux répondre sur ces sujets-là. En revanche, quand on pose la question de savoir s'il y a des standards pour les gens qui bossent sur le e-commerce, forcément, là, il y a des choses. Alors, il y a des standards en termes d'accessibilité. Si vous faites du e-commerce, vous ne pouvez pas ignorer... Excusez-moi, je vais être un peu... On va réveiller tout le monde. Vous ne pouvez pas ignorer les standards en matière d'accessibilité aux personnes handicapées. Vous ne pouvez pas ignorer le RGPD. Vous ne pouvez pas ignorer les standards en matière d'éco-conception. Vous ne pouvez pas ignorer la performance. Vous ne pouvez pas ignorer les bonnes pratiques sur les formulaires. Vous ne pouvez pas ignorer les bonnes pratiques à faire sur le e-commerce. Alors tout ça, ce n'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, mais il y a des trucs à savoir qui correspondent à des choses qui... Vous allez avoir un message qui va être un peu un message qui est sur le web, qui est un message sous-jacent qui est de toute façon, les technologies changent tout le temps, donc c'est pas grave, de toute façon, ça bouge, etc. Non, il y a des trucs qui bougent pas du tout. Ça bouge pas. Nous, on a des règles, mais il y a des tas d'entités qui peuvent vous en... Voilà, on a des règles qui existent ou des bonnes pratiques, des critères dont on sait qu'ils sont utiles, vérifiables, fiables, universels, qui marchent partout, qu'on a depuis presque une vingtaine d'années. Et il y a des choses stables. Alors, par exemple, bon, sur la connexion social media, c'est très important de pouvoir fournir des connexions via Facebook, via éventuellement d'autres tiers. Mais par exemple, vous avez une règle qui est de ne pas vous retrouver complètement bloqué le jour où il y a une modification d'API et donc de permettre aussi sur votre outil de se connecter via votre sign-on, votre outil de connexion à vous. Ça, par exemple, c'est une règle de prudence. J'ai vu une entreprise, une grosse entreprise, se retrouver complètement bloquée parce qu'elle utilisait uniquement l'API de LinkedIn dans le domaine du recrutement. Je les ai vus incapables de permettre une connexion à leur service. Voilà typiquement de la gestion de risque. Hein. Foncez sur le social selling parce que vous allez optimiser votre process, c'est vrai, mais n'oubliez pas que quelquefois, vous allez avoir intérêt aussi à prévoir ce qu'il y a derrière. C'est très clair, en tout cas. Merci beaucoup pour cette réponse. Mathieu, peut-être pourrais-tu nous répondre à la question de la différence entre la bonne et la mauvaise agence? C'est une question piège, ça. Complètement. C'est sympa, merci Cécile. Est-ce que tu veux qu'on se demande à Élie plutôt ou à Michael? Non, La différence entre la bonne et la mauvaise agence. Je vais y répondre. Je crois que le web est une affaire aussi de spécialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, même agence chez MyWeb, on a des développeurs, on a des intégrateurs, on a des chefs de projet, mais on sait que dans le web, il faut de la photo et de la vidéo. On n'a pas ça. Je crois que il n'y a pas de match entre freelance, agence. Je crois que c'est le web, c'est hyper spécialisé, parcellisé. Il y a des compétences maintenant multiples et variées. La problématique reste toujours ce référentiel de base. C'est comment je vais garantir que mon site va être de qualité. Je crois qu'il y a quand même une règle de bon sens, c'est d'appeler les références des agences ou des freelances, donc c'est-à-dire les e-commerçants, et de savoir comment ça s'est passé. Je crois que déjà, ça passe par là pour qu'on puisse chasser le bon prestataire. Exactement, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Comment est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour choisir le bon freelance, la bonne agence? Je pense que là, Mathieu, tu as touché quelque chose du doigt. Vraiment, regarder les showcases et appeler les références, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous rassurer. Élie ? Je vais encore faire voilà. En fait, donnez-moi un bon client et une mauvaise agence et le site sera pas trop mal. Donnez-moi un mauvais client et une super agence et le site sera pourri. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser... Vous êtes des clients, donc vous achetez des... Enfin, non, pas vous d'ailleurs, vous êtes des gens qui fabriquez, d'ailleurs il y a de tout, mais en tant que client, ou si vous êtes client, ou si vous proposez un site et des produits et des services, vous allez vous dire, je paye un prestataire pour qu'il me fasse quelque chose de qualité. Le truc, c'est que 90% de la qualité de ce qui va être fait chez vous, c'est vos contenus et vos services. Frédéric en parlait tout à l'heure, à la fin, c'est vous, c'est ce que les gens viennent acheter, c'est ça qui compte le plus. Donc en fait,
il y a vraiment on le voit nous, c'est-à-dire qu'on a des agences, on travaille avec un réseau d'agences et on a déjà des agences où on voit que d'un seul coup, alors que c'est une super agence avec des super chefs de projet très bien outillés et le truc part en sucette, on ne sait pas pourquoi, mais si on sait pourquoi. Le client ne sait pas ce qu'il veut. Le client propose des contenus et des services, mais n'a pas forcément le temps de valider les contenus, de créer des fiches produits solides, de faire du travail. Je ne sais pas si je suis... bon, je réponds un peu à côté, hein, mais... Non, c'est très clair aussi. Mais voilà. Comment on prépare. Et en fait, il y a une tout cas, vraie responsabilité. Alors, ça va être long à faire. Ça va être dire aux gens qui sont des e-commerçants, mais qui ne sont pas ceux qui font la partie technique ou la partie ergonomique ou la partie référencement ou réseaux sociaux, de dire c'est vous qui allez produire, qui allez faire les contenus et les services, et c'est vous qui êtes responsable finalement de la qualité intrinsèque de ce que vous proposez. Et vous êtes avec une agence en mode partenarial, c'est-à-dire vous travaillez avec l'agence, et quand on a une équipe web qui travaille bien, c'est-à-dire à la fois agence client et que ça marche bien, là ça dépote. Quand on a des clients qui ont du mal à valider des contenus, qui n'ont pas les compétences pour le faire, bah soit l'agence vient et essaye de vendre de la prestation éditoriale ou SEO, etc., et ça va. Soit le client n'est pas prêt parce que ce n'est pas son métier, et à investir sur le web ou à investir dans des prestations de l'agence, et là, on a des projets qui se passent mal. Mathieu, tu confirmes ? La responsabilité, bien sûr, elle est partagée. On ne va pas s'étendre sur cette problématique, mais oui, l'enjeu, il est à la fois chez les commerçants et chez l'agence. Maintenant, préparation du projet. Bien sûr. Après, je reviens encore une fois sur cette checklist dont tu parlais, Élie. Je pense qu'elle est fondamentale. Nous, on l'attend maintenant depuis quelques années. OhmyWeb n'a pas la légitimité de faire une checklist mondiale sur qu'est-ce qu'un site web de qualité. Je crois qu'il faut qu'on puisse s'armer d'opérateurs et de personnes brillantes comme Élie pour graver dans le marbre quelque chose qui une règle, c'est cette fameuse checklist. Est-ce que mon site web répond à tous ces critères-là? Oui, non. Et ça doit amener à une prestation qui soit de qualité si elle respecte toute la checklist, soit un site, ce qu'on appelle daubé, qui ne marchera pas. Tu parlais justement de checklist mondiale qui malheureusement n'existait pas. Est-ce qu'il y a des spécificités à l'international ? Est-ce que là on est, par exemple, on est juste à côté de l'Espagne. Si tu réalises des sites pour la France et l'Espagne, est-ce qu'il y a des critères un petit peu différents à suivre d'un pays à l'autre ? J'ai pas l'impression, je laisserai peut-être mes acolytes dire ce qu'ils en pensent. Là-dessus, sur cette question-là, je pense que, encore une fois, tout est une question d'anticipation. Je crois que même si on n'a pas vocation à avoir un projet à l'international, il faut quand même l'envisager, le considérer. C'est vrai que d'expérience, on a pu avoir des marchands qui sont venus nous voir et pour lesquels ils n'avaient pas nécessairement en amont envisagé de cette internationalisation. Et que si le site est mal conçu, eh bien, il ne restera plus qu'à le mettre à la poubelle pour repartir sur une version multilingue. Maintenant, on a la chance d'avoir des solutions comme PrestaShop qui permettent de faire quand même le job sur le déploiement du multilingue. Mais, j'ai toujours un mais, tout dépend, encore une fois, de la manière dont le site a été conçu. Et on ne peut pas avoir un site de qualité, je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir un site de qualité avec un thème acheté à $59. Parce qu'on le voit, on le sait, c'est intraduisible, ou en tout cas, il y a 20% de variables qui vont pouvoir être traduites. Ça va être le bazar, et donc mieux vaut repartir d'une feuille blanche. Michael ? Alors, au-delà du référentiel, moi j'aime bien la notion de référentiel, les standards d'ailleurs. OpQuest, pour le coup, c'est international, donc ça marche. C'est vrai que je l'ai vu bouder, mais voilà. Donc il y en a un. Et alors c'est un référentiel qui est moins disant, c'est-à-dire en faisant tout ça, de toute façon ça suffira pas, mais si vous faites déjà ça, c'est pas mal. Après, au-delà même de, ok, les agences vont utiliser le référentiel, vous aurez des sites avec des risques de non-qualité a priori gérés. Je pense qu'avant tout, il faut déjà éduquer ses clients, c'est-à-dire qu'il y a une culture de web qui n'est pas là, qui n'est pas encore là en 2019 chez tout le monde. Et tant que ça ne sera pas là, de toute façon, on ne pourra pas bien travailler entre les clients et les agences. Donc là encore, OpQuest, notamment via sa formation, je fais vachement de la promo aujourd'hui, mais donne un discours et un vocabulaire adapté qui permet de discuter avec son agence correctement, avec le bon vocabulaire, les bons termes et les bonnes méthodes. Et tant que ça ne sera pas là, de toute façon, on part déjà avec des problèmes. C'est pas possible. Et cette transition d'un commerce physique vers l'e-commerce,
à ce jour, pour des gens qui ne sont pas bien initiés au web, moi je trouve qu'elle est compliquée. Donc pour moi, ça c'est la première étape, la culture du web. Quand ça c'est en place, ok, maintenant on peut parler de référentiel. On parle la même langue. Et ça pour moi c'est très important. Élie ? Oui, un petit rebond sur la partie internationalisation. Donc, bon, effectivement, on espère, nous, notre objectif avec Opqua, c'est un référentiel international, traduit, disponible. Il est utilisé, on sait qu'il est utilisé au Canada, à Hong Kong, à Singapour, au Maroc, via des certifiés qui commencent à être un peu partout. On a vraiment, voilà, il faut, c'est dispo et pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments nous montrant que c'est pas valable au niveau international. Spécifiquement sur l'internationalisation, on a une vingtaine de règles qui sont intéressantes en internationalisation. Ces 20 règles, en fait, elles sont relativement simples à implémenter. L'internationalisation est un problème infernal, quoi. C'est très, très, très compliqué, on l'a vu, parce que quand on regarde si on peut sortir des bonnes pratiques, on se retrouve. S'il y a bien un sujet sur le coup, on trouve une énorme quantité de règles où ça dépend. Voilà. Typiquement, vous faites un site et vous dites, tiens, je vais attaquer le marché allemand. Si jamais vous faites de l'UX design, vous faites la traduction de votre interface en allemand, puis d'un seul coup, vous avez des mots qui explosent, des menus qui... 25% de plus voilà, sur la longueur des mots. Voilà, vous avez ce genre de problème. Vous avez des problèmes culturels aussi, de compréhension des pratiques quelquefois qui peut être un peu différente. Il y a quand même un socle qui existe. Voilà, le checkout, c'est le même partout à peu près. Et on arrive quand même à avoir un socle. Alors le checkout est le même maintenant, évidemment. Il est important de personnaliser les moyens de paiement ou de livraison qu'on propose pour toujours proposer quelque chose de local qui soit, qui rassure complètement l'internaute lors de son parcours pour finaliser son achat. On a des acteurs mondiaux dans les partenaires, c'est vrai que c'est important. Voilà, typiquement, bon, nous ma société a choisi PrestaShop, donc c'est une raison supplémentaire. Voilà, et effectivement, nous, par exemple, ce qui est décisif, c'est la mise en place, par exemple, de PayPal comme moyen possible de paiement. Pour plein de gens, ça a été une installation de ce module, ça a changé des choses, nous, sur nos modes de fonctionnement, parce qu'on choisit un acteur qui est presque non territorial. Voilà. Contrairement à d'autres entités qui vont être parfaites, mais pour la France. Au niveau, c'est tout bon. Au niveau de est-ce que la qualité d'un site va être le critère de réussite ? Est-ce qu'un site de qualité permet de réussir ? Et en gros, comment font également les petits sites pour tout à coup tout craquer niveau chiffre d'affaires et passer à le million ? Moi, j'ai l'habitude de dire que l'interface utilisateur, en fait, finalement, c'est pas si important que ça. Par contre, l'expérience globale, tout ce qui va se passer après la visite, ça va être absolument décisif. Le fameux avant, pendant, après. Si vous arrivez à faire en sorte qu'une... En fait, c'est assez difficile de voir comment être dans l'expérience immersive, émotive, le bonheur, l'excellence, tout ça, on ne sait pas très bien dire. Et on ne sait même pas si les utilisateurs veulent ça. En revanche, qu'un utilisateur veuille trouver vite le site, naviguer vite, trouver vite son produit, commander et que ça se passe bien après, là on est sûr de notre coup. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont d'excellentes expériences avec des sites et qui disent que le site est bon, mais ce n'est pas le site qui est bon, c'est l'expérience. Et comme on le voyait tout à l'heure en introduction, c'est ça qui va permettre du réachat en suivant. Exactement. Michael, j'ai une autre question pour toi concernant la qualité. Au niveau des tests, comment est-ce qu'on teste un site de qualité ? Quelle question. Est-ce qu'il y a des critères à suivre pour cela ? Alors, bon, déjà, il y a différents niveaux de qualité. Est-ce que ça va être la qualité des contenus ? Est-ce que ça va être la qualité des services ? Est-ce que ça va être la qualité technique ? Donc, chacun de ces points peut être adressé par différents types de tests. Moi, je suis plutôt orienté développeur, donc oui, on peut faire des tests de performance, on peut faire jusqu'à un certain niveau des tests d'accessibilité. Il y a des trucs qui sont automatisés et automatisables. Mais justement pas tout. Sur les performances, voilà. Sur les performances, que tu peux en dire un petit peu plus. Oui, il y a des tests, il y a des sociétés qui font ça très bien, comme Darboost. On aura une conférence cet après-midi et je pense qu'il en parlera très bien. C'est le genre d'outil qui permet assez rapidement de se faire une bonne idée de la qualité perçue de son site. J'insiste sur perçue parce que la qualité, c'est subjectif en fait. Donc du coup, pour quelqu'un, ça peut être rapide et pour quelqu'un qui est en 3G, ça peut être lent.
Donc à partir de là, c'est toujours, voilà, c'est des critères, il faut les regarder d'un point de vue objectif, et puis après, il faut creuser. Pour les contenus, on ne peut pas automatiser ça, c'est-à-dire il faut regarder effectivement la qualité de ces contenus. Et dans les faits, c'est ce qui est le plus important. Tout le monde l'a dit aujourd'hui, et je persiste à le dire moi aussi, même en tant que développeur. On peut avoir le site le plus rapide au monde et le mieux fait au monde. Vous pouvez utiliser PrestaShop, si vos contenus ils sont pourris, vos services sont pourris, vous ne vendrez pas en fait. Donc ça part de là. Après, vous avez la chance d'avoir des CMS maintenant en 2019 qui sont déjà relativement performants, relativement accessibles d'un point de vue de contenu. Mais tout ça ne sert à rien si derrière votre produit n'est pas le bon, au bon prix, bien vendu, bien communiqué et avec un bon service client. On revient toujours aux bases, quoi. Et ça, c'est difficile à tester, je trouve. Mathieu ? T'as tapé dans le mille, hein. Je crois que on peut passer des heures à savoir si sa page produit est jolie, la couleur de son bouton, rouge, vert, bleu. Ça B-test en plus. Ouais, c'est important, mais je pense que quand on en est là, c'est qu'on a déjà fait un sacré chemin, un sacré travail. Je vais revenir sur un principe de base en tant que bon écolier sortant d'école de commerce. J'ai lu et j'avais presque appris par cœur le Kotler et Dubois, ça doit peut-être vous parler. Et dans le Kotler et Dubois, il y a le marketing des 4P. Les 4P, c'est produit, prix, place, promotion. Voilà. Donc c'est l'équation, hein, ça ne change pas. Hein. Je crois que c'est transgénérationnel. Si on respecte ces 4P, on aura fait une très grosse partie du boulot. Donc le produit, bien évidemment, le produit il est essentiel. On aura toujours des vendeurs qui arriveront à vendre de la glace à des Esquimaux. Ça, c'est le rôle du commercial, mais la qualité du produit, déjà, ça passe par là. Le prix, hein, parce que lorsqu'on est à 30-40% plus cher que les autres, c'est aussi compliqué de vendre. Donc il y a quand même tout ça à prendre en considération. Donc c'est de l'anticipation. Et puis après, bien évidemment, il y a le choix technique. Et on pourra reconsidérer la phase de maquettage. Mais pour moi, c'est un second temps. Oui, Elie ? Sur la question de tester la qualité, en fait, il y a une espèce de truc qui revient en permanence dans les agences web et chez les clients. C'est que la qualité dans le domaine du web, c'est comme les antibiotiques, c'est automatique. C'est-à-dire qu'en gros, il va suffire d'appuyer sur un bouton pour obtenir des résultats. Alors, il y a un certain nombre d'outils qui vont vous faire gagner beaucoup de temps. On a parlé d'Airboost. Il y a des outils qui peuvent vous faire vérifier l'orthographe, des outils qui peuvent vous aider à vérifier la configuration serveur. Les CMS embarquent, et évidemment, les solutions e-commerce embarquent un certain nombre de modules qui vont vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses, de faire de la délégation technique. Par exemple, surveiller un certain nombre d'éléments de contenu. Mais si vous êtes dans la vraie vie, que vous fabriquez des produits dans l'alimentaire, dans la filière bois, dans les gens qui font cette salle, les gens qui font ces vidéoprojecteurs, chez tous ces gens-là, il y a des gens qui prennent du temps pour la qualité, pour l'assurance qualité. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal à accepter dans notre métier. C'est-à-dire que, en gros, ça va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fonction qualité, il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe. Et ça, dans l'industrie, si vous allez voir une boîte de 20 personnes n'importe où, là, dans le coin, etc., vous allez dire qui s'occupe des standards. On va vous aiguiller vers quelqu'un. On va vous dire, ouais, il y a un responsable qualité, on a passé une telle certification ISO 9000, etc. Vous allez trouver des gens. Quand vous allez dans les agences web, pour l'instant, ça n'est pas une fonction. Donc c'est pour ça qu'on cherche des outils à tout prix automatiques. Mais à un moment, il va falloir passer à se dire, voilà. Et du côté des clients, se dire, quand vous achetez une voiture, vous avez une partie du coût de votre voiture. C'est un coût dédié à la qualité, c'est-à-dire de l'audit, de l'inspection, de la vérification, du contrôle technique, de la sécurité, etc. Vous le payez. Et sur le web, il va falloir le payer aussi. Et donc, on va y arriver, hein, mais ça va mettre du temps. Parce que spontanément, on se dit, de toute façon, c'est simple, donc on appuie, ça marche tout seul, c'est cool. Eh bien non. Il faut du temps, c'est des jours hommes, en fait. À la fin, c'est des jours hommes. Hein. Et j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens qui commencent à sortir. Là, j'ai discuté avec quelqu'un qui fait de l'audit, là, en ce moment, de l'audit de site. C'est une activité qui se paye, elle se fait. Pour moi, pour tous ceux qui ont des agences, hein, je vous invite à développer des activités d'audit. C'est-à-dire que dans toute l'industrie, on a des gens qui font de l'audit partout. Et ce n'est pas des auditeurs indépendants, hein, ils sont dans les entités de production. Donc voilà, j'aimerais bien que dans les agences ou chez les clients, il y ait des gens qui travaillent là-dessus et qui ne soient pas considérés comme des coûts, mais comme au contraire des gens qui vont rapporter beaucoup.
Petit message personnel. C'est très clair. Justement, Élie, tout à l'heure, tu... Ah non, c'est encore pour toi celle-ci. Tout à l'heure, tu parlais de l'accessibilité, à quel point c'est important. Est-ce que tu as quelques critères à nous donner aujourd'hui, à nous partager sur ce sujet ? Ouais, tranquillement. Alors, moi j'en ai un que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et je trouve que c'est un de ceux qui sont les plus facilement vérifiables. C'est déjà, est-ce qu'on peut naviguer au clavier ? Est-ce qu'on peut utiliser la touche tabulation ? Alors, ça serait rigolo de tester PrestaShop et aussi le back-office PrestaShop. Ouais, ça se teste. Moi, je fais pas de test, je précise, mais testez-le. Vous allez sur votre boutique ou votre site. Au moment où vous êtes arrivé, vous lâchez votre souris ou votre trackpad et vous commencez à naviguer avec tabulation ou shift tabulation pour revenir en arrière sur les liens. Et là, en fonction des thèmes que vous aurez choisis, en fonction de ce qui aura été codé, vous allez pouvoir passer ou pas de lien en lien, puis en appuyant sur Entrée. Voilà, celui-là, c'est un exemple. Évidemment, après, on a les alternatives d'images, on a les sous-titres aux vidéos, les transcriptions textuelles qui sont utiles pour absolument tout le monde. On a l'absence de rafraîchissement automatique. C'est des critères tout bêtes. Avec 10-15 critères en accessibilité déjà, on fait très mal, quoi. On fait très mal. On fait du bien, pour être précis. C'est-à-dire qu'on va déjà enlever un nombre énorme de blocages. En fait, les gens dans la salle, il n'y a pas des gens qui veulent bloquer des personnes handicapées. Hein. C'est juste que les gens ne savent pas. Il y a des gens qui naviguent au clavier, il y a des gens qui vont naviguer avec un lecteur d'écran, il y a des gens qui vont naviguer avec des problèmes moteurs, éventuellement des tremblements. Et c'est très dur de se mettre à la place de ces contextes-là. Et en fait, la seule chose que vous pouvez faire, en fait, c'est lever quelques barrières en faisant attention à quelques critères de base. Alors après, vous avez des référentiels qui sont très, très, très élaborés dans ce domaine-là. Ne vous effrayez pas si vous commencez à vous pencher sur ce sujet. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout faire. Déjà, si vous faites déjà quelques trucs de base, moi, je défends cette position vis-à-vis de pas mal de mes amis qui peuvent être non-voyants, etc. Mais déjà, faites la base, quoi. Voilà. C'est un bon message. Mais tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, du coup, je réfléchissais justement aux personnes handicapées. Je me disais, mais en fait, vous en connaissez tous une de personnes handicapées que vous voulez absolument intéresser, qui ne sait pas cliquer, qui ne sait pas regarder les images et qui va regarder votre site juste son code source. Et ben, cet ami, il s'appelle Google, en fait. Donc du coup, si vous faites un site pour les personnes handicapées, ça va forcément beaucoup plus intéresser Google. Et vous avez vraiment, vraiment envie d'intéresser Google. Mathieu, on va peut-être passer à la question suivante. En quoi PrestaShop vous permet de réaliser des sites de qualité ou de suivre éventuellement les critères Opcast ? Alors il y a deux choses. Déjà, il y a la solution PrestaShop en elle-même qui permet de garantir un socle technique suffisamment robuste pour exploiter un site internet e-commerce. Il faut quand même le souligner. Mais je fais un retour 10 ans en arrière, il n'y avait pas la richesse de ces solutions-là. On était encore sur des front page Dreamweaver pour faire ces sites. L'époque a changé, les moyens aussi, et on ne peut que remercier ces solutions dites open source solides pour garantir vraiment, encore une fois, cette solidité, cette pérennité qu'on peut demander avec ces solutions-là. Il y a ça, mais il y a aussi, après, je reviens encore une fois sur la qualité de l'accompagnement, du conseil, en vue de réaliser une bonne boutique e-commerce. Donc finalement, les questions sont plutôt bien posées parce qu'elles s'entrecroisent toutes, mais on revient sur ce référentiel parce qu'il est important. Ce n'est pas parce qu'on va sortir un site sur PrestaShop qu'on va faire des millions. Par contre, c'est sûr qu'on va gagner beaucoup de temps et aussi gagner en énergie pour passer tous ces efforts, non pas dans la réalisation de sa boutique, mais plutôt dans comment je vais acquérir du trafic et comment je vais vendre mes produits. Je crois que c'est surtout, encore une fois, là, le débat. Au niveau des sites que tu réalises, ils sont en quelle version sur PrestaShop ? Aujourd'hui, 1.7 uniquement. Donc depuis février 2018, une des premières agences à avoir pris le pied sur la version 1.7.
Pardon. Oui. Dans n'importe quel système, que ce soit de CMS ou de boutique ou même de LMS, Mathieu en a déjà parlé au début, mais c'est vraiment central. Il va y avoir 2 trucs qui sont fondamentaux, qui sont les thèmes et les modules. Au moment où vous allez choisir un thème, il va se jouer plein de trucs super importants. Quand vous choisissez un thème, regardez par exemple si on peut naviguer au clavier. Regardez la structure de titre, hein, s'ils ont un peu fait gaffe quand même à avoir un H1, H2, H3. Regardez un petit peu comment c'est fait. Regardez la version mobile. Déjà, vous allez traiter 50% des gros soucis. Puis alors quand vous avez choisi le thème et que vous avez commencé à investir dessus et à travailler dessus et que le thème il est un peu pourri dès le départ, vous allez avoir énormément de mal à vous en dépatouiller. Et le deuxième levier pour des sites aussi, mis à part tout ce qu'a dit Mathieu, hein, c'est aussi se retrouver avec d'aller choisir des modules précis qui vont venir travailler proprement. Je ne sais pas, par exemple, il se joue énormément sur un formulaire de contact, sur des gens qui vous demandent des infos, par exemple. Bon là, les modules que vous allez choisir sur les formulaires de contact, les mails que vous allez envoyer, le traitement des délais de réponse, ça c'est un truc qui manque dans tous les CMS, c'est-à-dire un répertoire de modules et de thèmes qui sont choisis parce qu'ils respectent un certain nombre de critères. Moi ça j'ai besoin. Voilà. Sur PrestaShop, je suis utilisateur de PrestaShop, je voudrais pouvoir choisir des thèmes où je suis sûr qu'il y a eu un contrôle qualité qui a été fait. Ce n'est pas seulement poussé par l'équipe, c'est aussi que derrière ça respecte des critères. Sur un formulaire de contact, je n'ai pas envie de tester 40 modules de formulaire de contact avant de choisir le bon et me rendre compte que celui-là ne respecte pas le RGPD ou pose des problèmes, etc. Ou envoie des mails tout pourris, ou voilà. Là, vous avez un rôle majeur pour aiguiller les gens et tirer toute la communauté des modules et des thèmes vers le haut. On est actuellement en train de travailler, nous, avec WordPress sur ça, mais il va falloir que ça se fasse chez Drupal, dans toutes les boutiques de e-commerce. Et vous avez un enjeu, mais énorme au niveau prise de marché, quoi. Parce que c'est là que ça va se jouer. Parce que nos clients, là, enfin les clients qui utilisent vos solutions, on va leur faire prendre des risques sur RGPD, sur éco-conception, sur accessibilité, sur sécurité. Et ils sont en train progressivement de se rendre compte que les risques apparaissent. Et là, ça va devenir des sujets qui sont vraiment très importants. Donc si on peut choisir si on avait des modules et des thèmes qui sont vraiment bétonnés, ça ferait un bien fou. C'est bien noté, je pense qu'on va se revoir très prochainement là-dessus. Mathieu, est-ce qu'il y a une expérience qui t'a rendu justement très fier côté qualité ? J'en ai plein. J'imagine. Alors, faute de temps, on va pas tous les voir. Ah, bien sûr. Ce sont nos dernières réalisations. On ne peut qu'être fiers et je soulignerai le travail de toute la team au MyWeb sur les projets tels que les laboratoires de Biarritz, qu'on aura la chance d'entendre tout à l'heure. Pour la qualité subjective du graphisme, mais surtout la migration fait que celle de 1.6 à 1.7 a permis d'augmenter de 50% le chiffre d'affaires. Donc ne serait-ce que par l'augmentation du taux de conversion. Donc tous les grains de sable autour du shopping cart et du confort dans lequel on peut mettre l'utilisateur en phase de décision d'achat a contribué à cette augmentation. Et après, Crédit Agricole Grand Cru, la filiale du Crédit Agricole Vin et Spiritueux, et pareil pour AXA Millésime qu'on accompagne pour des critères qualité, sûreté, sécurité. Il faut savoir quand même que ça reste le Crédit Agricole et AXA, que ça rigole pas côté sécurité, et ça nous a fait énormément progresser par rapport à nos procédures de sauvegarde, de backup, et de sécurité, d'intrusion, etc., quoi. Quel est le conseil que vous pouvez partager ? Là, si vous en aviez qu'un à donner à tous les spectateurs, qu'est-ce que vous pourriez donner ? Mathieu ? Alors oui, j'en ai deux. Je vais me rabâcher, mais j'aimerais être porteur du mouvement qui s'appellerait No Thème. J'ai une allergie par rapport au thème. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais je pense qu'une des erreurs classiques qu'on rencontre quotidiennement, ce sont des marchands qui prennent des thèmes à $59. Il y en a aussi à 99, il y en a à $129, où ça ne garantit absolument pas la stabilité de l'écosystème web, en tout cas structure technique. Et maintenant, on peut faire de
très belle chose avec PrestaShop, avec le thème par défaut, en tout cas la brique par défaut. Et avec de bons développeurs, de bons intégrateurs, on peut vraiment aller sur un niveau de personnalisation très très satisfaisant, tout en maintenant un niveau de qualité. Et là, oui, on va être dans le principe de qualité. Je n'ai pas vu un site aujourd'hui sur la base d'un thème, ou en tout cas, il va y en avoir, mais c'est très très rare, qui ont réussi. Donc je me dis qu'à un moment donné, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a eu un mauvais choix technique à la base, ce qui a perturbé le fonctionnement de la boutique. Donc méfiance par rapport à ça. Deuxième conseil, c'est l'anticipation. Il faut anticiper son choix technique, il faut anticiper le choix de son agence, mais il faut aussi investir. Et ne mettez pas tout votre budget dans la création de votre site, parce que, encore une fois, la difficulté, elle n'est pas là. Elle est dans la génération de trafic et la capacité au site à les convertir. Donc je le dis, je le redis, mais c'est une règle de survie. Il faut investir. On ne va pas attendre que le chat aboie, c'est-à-dire qu'en gros, soyez acteur de votre site, ne passez pas non plus trop de temps à savoir si la typo elle est grande, pas assez grande, etc. Il y a des référentiels qui sont faits pour ça, pour savoir si le site est suffisamment lisible, mais passez beaucoup d'énergie sur votre marché, votre expertise marchand, et d'aller chercher des clients. Merci. Michael ? Oui, donc moi mon conseil il est plutôt pour les e-commerçants qui démarreraient, qui partent d'un physique et qui n'ont pas une grosse culture du web. Là j'ai en tête un modèle, il est encore créé par Eli, il fait tout ce gars. C'est VPTCS en fait. Et ce modèle-là, c'est visibilité, perception, contenu, technique, service, je ne l'ai pas dit dans le bon sens, peu importe. Avec ces 5 lettres-là, vous le retrouverez sur Internet, vous serez sûr de rien oublier dans la conception de votre site web. Et donc c'est super important parce que souvent, ce qui fait qu'on échoue, c'est effectivement le mauvais thème, donc le mauvais choix technique, ou le mauvais positionnement produit, ou pas la bonne ergonomie, ou pas la bonne cible. Et quand vous avez ce modèle, vous arriverez à ne pas oublier quelque chose de vraiment important pour la qualité de votre site web. Merci pour le coup de main. Non. Moi, j'aurais 2 conseils. Bon, d'abord, sachez que effectivement, ça correspond en fait à des choses qui sont maintenant relativement balisées. Donc, il y a des référentiels, il y a le nôtre et il y en a d'autres. Le seul truc que je voudrais vous dire, c'est investissez dans l'assurance qualité. C'est-à-dire, dites-vous, tiens, là, je vais travailler sur certains aspects de l'amélioration de mon process et vous allez voir, les euros que vous investissez là-dedans vont se retrouver très vite en retour sur investissement. Parce que tous les jours, en fait, vous avez des coûts de non-qualité que vous ne voyez pas. Il se passe des choses, des bugs, des soucis, des gens qui vous rappellent, etc. Et en fait, ce travail-là, ce cercle vertueux qui fait qu'on met 1 euro pour essayer de travailler, d'améliorer son process client, d'améliorer son checkout, etc., fait que très vite, en fait, vous pouvez démultiplier. On a du mal à les investir au départ, et je suis le premier concerné. C'est très difficile de se dire, tiens, je vais travailler, je vais remettre en cause le truc. On ne voit pas les coûts de non-qualité. Et par contre, on a intérêt à commencer à travailler sur ces aspects-là parce que ça rapporte. Vous le voyez très bien, si vous voyez des boutiques qui tournent, il y a notamment la prise en compte permanente de l'utilisateur et de ce qui lui arrive. Voilà, prenez soin de vos utilisateurs, prenez du temps pour vos utilisateurs, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est rentable, c'est vraiment rentable. On ne l'a pas encore bien mesuré sur le web, mais dans l'industrie, tout le monde le sait. C'est rentable, l'assurance qualité, c'est rentable, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup pour tous ces conseils. À tous, si vous souhaitez continuer les conversations, aller chercher d'autres astuces, n'hésitez pas à aller voir Eli, Michael, Mathieu tout au long de la journée. Ils seront là pour vous. Merci beaucoup.